J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ASML. Pourquoi je ne l'achète pas au prix actuel, à quel prix je l'achèterai, comment je détermine le prix auquel je vais acheter sur ASML. Vous allez voir, on va parler d'Investor Day, on va parler également du Q3 2024, on va également aller parler de la Chine, puisque là, concrètement, la Chine représente 47% des parts de marché d'ASML, et selon le PDG, selon le CEO, ça va passer de 47 à seulement 20%. Donc je vais vous expliquer pourquoi au niveau des carnets de commandes. Bref, ça va être une super vidéo, je pense, et assez tranquille, je pense, hein, assez tranquille. Ouais, je vais pas me prendre la tête. Et alors, je vous dis ça parce que sur SML, paradoxalement, parce que le business est super compliqué, enfin, c'est un truc vraiment, ouais, c'est la technologie la plus avancée qu'on a actuellement sur la planète Terre. Mais pourtant, le mode qu'a SML, le nombre d'années qu'ils ont en avance par rapport à tous les autres, bah, ça rend le business quand même assez simple à anticiper. C'est-à-dire que quand le management il arrive et qu'il nous met une guidance pour 2030, bon, la guidance n'a pas l'air déconnante, je pense qu'on va l'atteindre. Par contre, voilà, tout est question par quel niveau on va passer avant de l'atteindre. Puisque le problème, c'est que je vous fais un petit peu la conclusion de la vidéo, c'est que je suis quasiment sûr de la guidance que le management a anticipé. Voilà, je vais vous la donner pour 2030. Par contre, ce dont je suis moins sûr, c'est comment dire, le ralentissement qui également ils anticipent pour 2025. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce ralentissement-là, si on a un seul paramètre qui arrive et que finalement, ok, la Chine vraiment ralentit plus forte que prévu, ou que les fonderies, les TSM, les Intel ralentissent également leur capex plus fort que prévu, mais vu la cyclicité du marché et vu les multiples qu'il y a ASML, on peut directement passer là de 700 à 500 quand même assez rapidement. Et donc en fait, il est plutôt là le entre guillemets le coup d'opportunité, c'est-à-dire que oui, effectivement, je pourrais jamais vous dire qu'ASML vendez toutes vos actions, c'est une entreprise, le management il est pourri, c'est un truc qui va jamais le faire. Non, non, non. Sur du long terme, je suis très positif. Mais encore une fois, tout a un prix et c'est justement voilà ce qu'on va essayer de déterminer en fonction de ce que l'on peut attendre en 2030, en 2035 en termes de bénéfices, en termes de croissance par rapport au prix actuel. Et juste avant de commencer la vidéo, la parenthèse de même pas 10 secondes, je suis en train de finaliser l'update de mon portefeuille, donc qui va être vraiment pour tout le mois de décembre avec l'ajout du petit call sur Téléperformance et bon pareil hein, du Parex qui a bien explosé en début d'année. Je vais avoir pas mal de choses à dire, je pense, sur B2Gold, sur B2Gold qui a bien rebaissé. Là, je suis en train de voir pour la vente d'un put, donc bref, voilà, je vous finaliserai ça et je vous posterai ça évidemment comme tous les mois sur le groupe School qui est 100% gratuit, dans lequel vous avez le lien en description. Et on commence dès maintenant la vidéo. Je vais me baser sur l'Investor Day 2024, 2022 et également leur Q3 2024 qu'ils ont publié là il y a à peu près un mois et demi. Alors pareil, le Investor Day 2024 c'est vraiment récent, hein. Ils l'ont publié le 14 novembre, d'accord, donc c'est vraiment tout frais. Alors en fait on a vraiment des informations qui sont super précieuses. Par exemple dans le Investor Day, alors je vais commencer par le 2022 pour vous donner une petite idée un petit peu de contexte. En fait, donc, dans chaque Investor Day, ils vous mettent les guidance, donc les projections pour à peu près 5-6 ans et 2030. Donc là, ça fait quand même pas mal de temps. Alors voilà ce que c'était leur guidance pour, voilà, en 2022. Ils anticipaient voilà, pour 2025 un revenu entre 30 et 40 milliards avec une grosse margine entre 54 et 56. Là, on va clôturer 2024 actuellement avec seulement 28 milliards. Donc 2 milliards de moins. Et également, on va avoir une grosse margine là qui est à peu près de 50%. Donc on est en dessous de leurs estimations pessimistes sur ce côté-là. Vous allez voir que la Chine a un énorme rôle là-dedans, puisque là, la Chine, ils vont passer d'à peu près 40 à 45% actuellement de leur chiffre d'affaires, de leur vente, de leur part de marché, à seulement 20% selon le CEO là, pour les quarters qui vont arriver. Mais nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse actuellement, c'est les revenus pour 2030, leur anticipation, leur perspective vraiment à plus long terme, puisque vous allez voir également l'effondrement de la Chine, c'était prévu dans le backlog, dans leur renouvellement des carnets de commandes, je vais vous expliquer ça, mais donc voilà, c'est vraiment le long terme que l'on veut. Et donc là, effectivement, pour 2030, ils anticipent du 44 milliards à 60 milliards, donc quand même une fourchette également assez large, avec une grosse margine entre 56 et 60%. Alors maintenant, je me suis mis sur l'Investor Day 2024. Donc là, on fait un saut de 2 ans dans le futur. Et donc là, leur guidance pour 2030, cette fois-ci, comment dire, c'est uniquement la guidance de court terme qu'ils ont baissé. Leur guidance de long terme, entre guillemets 5 ans, donc c'est pas non plus super lointain. 5 ans, voilà, c'est pas dans très longtemps. Eh bien, elle est toujours entre 44 milliards et 60 milliards avec la même grosse margine. Alors comment ils vont nous
ils nous ont mis excusez-moi, le détail un petit peu plus haut, parce qu'il y a quand même 200 slides. Voilà, c'est ici, je vais zoomer. Donc là, en fait, actuellement, ils ont effectivement en 2024 des ventes de 28 milliards, ok. Et voilà ce qu'ils anticipent en 2030. Donc voilà, des ventes entre 44 et 60 milliards. Alors ça, c'est vraiment tout ce qui va être quand ASML livre une machine, enfin plutôt vend une machine. En fait, elle vend la machine avec premièrement leur logiciel vraiment de codage. Enfin oui, ils appellent excusez-moi, ils appellent ça leur logiciel, mais surtout avec la maintenance. Et c'est cette maintenance-là qui leur apporte énormément d'argent, enfin pas énormément, mais qui leur apporte à peu près 20-30% de leur chiffre d'affaires, et enfin de leur bénéfice net plutôt, parce qu'en fait il y a des marges énormes là-dessus, c'est vraiment de la maintenance. Donc vous envoyez un mec, vous facturez énorme, et là-dessus ils ont juste des marges qui sont incroyables. Pareil sur les system sales, là c'est vraiment, alors ça c'est ce qu'ils appellent, enfin c'est le carnet de commandes, hein, voilà, c'est vraiment le carnet de commandes là-dessus, donc 21 milliards. Le grosse margin, donc voilà, il sera un peu plus élevé. La R&D, pareil, plus élevé, hein, c'est une entreprise qui met une énorme R&D. Et c'est vrai que, pareil, ça rentre pas dans les business low capex, hein, parce que, enfin, low capex, comment dire, c'est vrai que sur ASML, le capex, il est vraiment sur la R&D. C'est pas comme, voilà, Visa, par exemple, il n'y a pas d'R&D, il n'y a pas de capex. Oui, ça, c'est une entreprise qui n'a pas besoin de capital pour faire la croissance. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je passe un peu du tout au tout, mais on m'a posé une super question là-bas, je l'avais mis ici, sur ma dernière vidéo YouTube. Voilà, salut Léopold, pourquoi tu privilégies les sociétés avec un faible capex? Est-ce que du capex n'est pas entre guillemets bon pour une future croissance? Je vous ai mis une étude, hein, dont je vous ai déjà parlé. Alors premièrement, c'est en fait le capex par rapport à quoi? Il faut mettre le capex par rapport au bénéfice net, voilà, par rapport ici à l'operating cash flow. Alors l'operating cash flow, c'est vous prenez le bénéfice net, vous le mettez dans le tableau des flux de trésorerie, et là vous l'augmentez avec la dépréciation, l'amortissement, avec les variations du besoin de fonds de roulement, équivalent et non-cash item. Bref, ça vous donne ce qu'on appelle l'operating cash flow. Ensuite, vous prenez le capex et vous le divisez donc par cette somme par l'operating cash flow. Et donc cette étude là qui a été quand même sur les 3077 entreprises qui sont aux États-Unis, aux USA, la corrélation est juste, enfin voilà, elle est évidente. Plus le pourcentage de l'operating cash flow qui part en capex, donc plus votre entreprise elle investit une part importante de son operating cash flow en capex, plus son ROIC, donc le retour sur le capital employé utilisé, il s'effondre. Alors voilà, encore une fois, évidemment, oui, il y a des exceptions. Voilà, vous prenez toujours, voilà, ici par exemple, on a les entreprises, là par exemple, avec voilà, qui dépensent 40% de leur operating cash flow et qui pourtant ont un ROIC qui est assez important. Voilà, par exemple, je pense notamment à TSM. Mais dans la règle générale, vraiment, si vous prenez la moyenne, même beaucoup plus que la moyenne, oui, votre entreprise, si elle a un capex qui est important, elle fera une performance qui sera médiocre à long terme. Et c'est encore une fois la phrase que répète tout le temps Warren Buffett, c'est tous les bénéfices ne sont pas créés de la même manière. Vous avez des boîtes, voilà, je vous en ai parlé, du Visa, ou non, en fait, Visa, justement, n'a pas besoin de capex pour faire la croissance future. Et si votre entreprise, elle a besoin d'un gros capex pour faire la croissance future, typiquement, voilà, du secteur des automobiles, dans l'automobile, effectivement, si vous voulez produire, si vous voulez doubler la production, il faut doubler les usines. Ça vous demande un doublement du capex, ça vous demande des investissements en milliards. Voilà, c'est vraiment des trucs colossaux. Et ce qui n'est pas forcément évident à comprendre pour un investisseur particulier, c'est que oui, effectivement, le capex, donc l'investissement, oui, c'est bon pour la croissance future, mais pas sur toutes les entreprises. Et toutes les études nous montrent que, toutes les entreprises qui ont besoin du capex, d'un gros capex pour faire de la croissance, c'est des entreprises qui, à long terme, vous donneront un rendement qui est vraiment médiocre par rapport à d'autres entreprises qui sont dites asset light. Je reviens sur SML, effectivement, on a quand même une R&D qui est assez importante. On a également un capex qui n'est pas inexistant, d'accord, mais au vu du mode qu'a SML et au vu finalement de l'utilisation qu'ils font de cette R&D, c'est-à-dire 20 ans d'avance avec entre guillemets finalement si peu de milliards, finalement je trouve que c'est plutôt une bonne chose et donc ça compense. Vous voyez, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut faire du cas par cas. Je vous ai parlé de TSM parce que en fait, c'est en fonction des secteurs. Il y a des secteurs, oui, effectivement, il y a vraiment une haute intensité capitalistique. Mais si dans ce secteur-là, il y a une pépite, même si elle a quand même, on va dire, elle a quand même les critères inhérents au secteur, c'est-à-dire un capex qui est élevé pour TSM, oui, mais vous pouvez quand même trouver des qualités dans cette entreprise qui est qu'effectivement le mode, les usines, le management, etc., les employés surtout chez TSM. Donc voilà là-dessus. Ensuite, je vais me mettre directement sur maintenant le Q3 2024. Je vais vous traduire directement
exactement voilà, leur première guidance là, pour à peu près l'année 2025 et également la fin d'année. Donc voilà, si l'IA continue d'évoluer fortement et de présenter un potentiel de hausse, d'autres segments du marché mettent plus de temps à se redresser. Donc voilà, tout ce qui est hors IA, mais effectivement actuellement beaucoup plus de temps à se redresser. Et alors, plus de temps à se redresser, c'est qu'ils avaient déjà anticipé un ralentissement. Et là, ça met plus de temps à reprendre. Donc, il apparaît désormais que la reprise est effectivement plus progressive que prévu. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025. Donc là, voilà, selon eux, la croissance très très molle chez ASML va encore se poursuivre en 2025, ce qui incite les clients à la prudence. En ce qui concerne la logique, donc leur segment logique, vous voyez, c'est ce segment-là. Alors, je l'avais ici, revenu by segment, on va mettre quarterly, hop, c'est vraiment, donc j'enlève ça. Ça c'est sur leur revenu total, totaux. Ils ont 6 milliards de réparation, enfin de tout ce qui va être de maintenance, excusez-moi, et ils ont 12,5 milliards de logique. Alors logique, ça va être vraiment tout ce qui va être les EUV, donc les extrêmes ultraviolets, et les memories, ça va vraiment être tout ce qui va être les DRAM, etc., etc. Et là, ils vous disent qu'en ce qui concerne la logique, la dynamique concurrentielle des fonderies a entraîné un ralentissement de la montée en puissance des nouveaux nœuds chez certains clients, ce qui a conduit à plusieurs suppressions d'usines et à des changements dans le calendrier de la demande de lithographie, en particulier voilà, pour l'EUV. Je vous ai dit qu'effectivement c'était l'EUV, ça va être tout ce qui va être en fait les GPU. Ensuite, je vais vous mettre la partie 2 qui est donc voilà, ici. Ok, donc effectivement, il prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires net total compris entre 8,8 et 9,2 milliards d'euros avec une marge brute comprise entre 49 et 50. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en dessous encore une fois des attentes, mais ça fait une hausse par rapport au Q3 qui était de 7, il est de combien le Q3? Le Q3 il est de 7,7. Voilà, donc ça fait quand même une hausse. Et par contre voilà, pour ce qui est vraiment, je vais me mettre directement sur donc nous prévoyons un chiffre d'affaires total pour l'année 2024 d'environ 28 milliards d'euros. Voilà, et là effectivement on est quand même assez faible, puisque 28 milliards d'euros, si je mets en annuel, donc 28 milliards d'euros, ça ferait vraiment voilà, le même chiffre d'affaires qu'en 2023. Donc on n'a pas de croissance. Voilà, 2023-2024, on aura une année 2024 qui sera flat. Donc oui, effectivement, quand vous rajoutez à ça le price to earning auquel se négociait ASML, effectivement, on a quand même une petite correction. On est surtout revenu sur les niveaux de 2023, tout simplement. Voilà, on est revenu sur les niveaux de 2023. C'est aussi simple que ça. Et pour ce qui est de 2025, ils anticipent là, évidemment, voilà, une croissance qui est beaucoup plus importante avec un chiffre d'affaires entre 30 et 35 milliards, mais ce qui correspond quand même à la moitié inférieure, voilà, et bien, rappelez-vous, de la fourchette qu'ils avaient donnée dans leur Investor Day 2022. Donc, ils prévoient également une marge brute donc, qui va augmenter, c'est-à-dire avec un bénéfice net qui va un petit peu augmenter. Donc, je vous ai un petit peu donné le contexte à peu près, avec effectivement l'année 2024 qui était vraiment pourrie, avec également effectivement tout ce qui va être la livraison de machines EUV qui est pas top par rapport à ce qu'ils auraient pu anticiper, et avec surtout la guidance pour 2030 qui n'est pas changée, à savoir entre 44 et 60 milliards. Donc à partir de ça, on va aller voir de quoi il est question chez ASML. Est-ce qu'on peut se permettre d'acheter finalement ASML actuellement à 300 milliards, j'arrondis, de capitalisation boursière, pour en attendre en 2030, voilà, à peu près, on va mettre entre les deux 50 milliards de revenus. On a actuellement une grosse margine de 50%. Bon, dans mes estimations, je vais mettre l'hypothèse qu'on va également avoir en 2030 une grosse margine de 50%. Donc tout est égal par ailleurs, comme on dit. La R&D ne va pas bouger, ça va augmenter proportionnellement. C'est à peu près ce qu'ils avaient publié. On va avoir effectivement tout simplement la même marge nette si on a le même gros profit que le R&D ne bouge pas. Même chose à peu près pour les impôts, c'est-à-dire une marge nette de 28, je vais arrondir à 29%. D'accord ? Donc si on a 29% de 50 milliards, si on a un revenu de 50 milliards, ça nous fait un bénéfice net en 2030 de 14,5 milliards. Donc ça nous fait un forward PE pour 2030 de 300 milliards, je vais même mettre 289 milliards divisé par le bénéfice net de 14,5 milliards. Ça nous donne donc un forward PE de 20. Ok, j'arrondis à 20, ce qui vous donne un retour sur votre prix d'acquisition en 2030 en pourcentage, sans diviser par 20,
parce que j'ai un PE de 20, ça fait 5 effectivement, ça vous fait 5 par an si ASML redistribue 100 de son bénéfice net. Si ASML a un payout ratio de 100 le payout ratio d'ASML, je pense qu'il va plutôt être sur les allez 50 d'accord? Donc si on a un payout ratio de 50 ça ferait seulement 2,5 de dividendes par an en 2030, ce qui est quand même très, très faible. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on part de 0,83, donc quand même une belle hausse». Je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même assez faible. Et sinon, en termes vraiment de dollars par action ou d'euros par action, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Eh bien là, on va prendre le bénéfice net de 14,5, d'accord, en 2030, et on va dire que en 2030, le marché, d'accord, va se négocier. Je vais mettre un scénario, voilà, je pense à peu près neutre, hein, à 30 fois les bénéfices, ok? Donc fois 30, ça va nous donner la capitalisation boursière. Ça nous donne 435 milliards de capitalisation boursière. Donc à ça, eh bien, on va aller voir à combien ça nous mettrait prix par action. Alors, on est effectivement ici, comme vous pouvez le voir, là, à 200, voilà, à 289. Bon, c'est pas mis à jour depuis hier, je pense, mais voilà, c'est 280. Pour aller, on a dit, à 435, eh bien, ça nous donnerait une augmentation de 51%. Donc, ça nous donnerait en 2030 un prix par action, on va dire à 1100. Voilà, à 1100, si ASML, encore une fois, se négocie à 30 fois les revenus, enfin, à 30 fois les bénéfices, excusez-moi. Après, si vous me dites, oui, mais en fait, ASML, c'est une entreprise exceptionnelle, on va se négocier, allez, on va dire, non pas à 30 fois ce qui ferait finalement voilà ici, mais on va se négocier à 50 fois les bénéfices, hein, on peut tout faire, hein, 50 fois les bénéfices, vous faites fois 50, ça vous donne 725 milliards de capitalisation boursière. Cette fois-ci, ça vous donne une augmentation de, genre on dit 160%. Mais bon, est-ce que SML va se négocier à ce prix-là? Alors maintenant, on va aller voir ce que nous dit le DCF là au prix actuel, donc à 730. Effectivement, on est légèrement surévalué si on prend en compte une croissance future de 20% par an. Et là où ce que je veux vous montrer, c'est que c'est impossible. Enfin, impossible, rien n'est impossible, mais voilà, si on prend actuellement là, le bénéfice net qui est, rappelez-vous, de 7,84 milliards, d'accord, et pour vous montrer la déconnexion, c'est que 7,84 milliards, si je mets un taux de croissance de 20% par an, ok, 20% par an, sur les 5 prochaines années, donc pour voir à combien ça nous sortirait en termes de bénéfices nets en 2030 par rapport aux guidances du management. Eh bien, on serait un bénéfice net de non pas 14 milliards, mais on serait un bénéfice net de 20 milliards. Donc voilà, c'est totalement au-dessus de ce que même l'entreprise, elle estime dans les scénarios les plus optimistes. Et si je mets uniquement le revenu, d'accord, si je mets uniquement le revenu, on est actuellement à 29, enfin à 28 milliards, donc 28, pareil, je mets 20% de taux de croissance sur les 5 prochaines années, ça ferait un revenu à 70 milliards. Rappelez-vous, on est sur les 44 à 60, le range, hein. 70 milliards, ça serait vraiment un truc, mais qui dépasserait toutes les attentes, ça serait juste un truc qui serait exceptionnel. Et vous ne pouvez pas vous baser sur une valorisation qui prend le scénario le plus optimiste des plus optimistes. Il faut quand même être dans la médiane, parce que sinon vous achetez une entreprise qui est tout simplement trop chère, qui est surévaluée. Donc là, partons de ce principe-là, on va mettre plutôt, on va voir si vous mettez par exemple un taux de croissance de 15%. 15%, bon, c'est déjà plus raisonnable. Là, on a 56 milliards. Là, on peut se dire, ok, là, on est sur un truc quand même, effectivement, on est à peu près dans la borne haute de leur guidance. C'est quelque chose qui est faisable. Si on met par exemple un taux de croissance, on va dire de 13%. Alors, 51 milliards, ça c'est à peu près mon anticipation. Voilà, un taux de croissance de 13%. Je vais mettre entre les deux encore une fois à 14%. Donc on va faire un petit DCF avec du 14%. Hop, il est ici. Donc voilà, ici on passe évidemment de 20 à 14. Donc 14%. Par contre, ensuite, là, je pense que ASML voilà, va croître au moins à 10% par an, même sur les 10 prochaines années, hein. Donc là, je vais mettre du 10%. Voilà, je pense que là-dessus, c'est pas trop négatif. Et ça nous donne voilà, une fair value à 564 dollars. Et je pense qu'on est à peu près là-dessus. Moi, c'est à peu près les prix auxquels j'attends ASML, c'est sur la partie 600, 550, parce qu'effectivement, au-delà, je trouve ça un petit peu cher. Et ouais, je trouve ça vraiment, vraiment un petit peu cher, parce que même si et pareil, moi, mon anticipation, c'est à peu près en 2030 un bénéfice net de 14 milliards, d'accord? Bon, si jamais j'attends ces niveaux-là, 550, ça ferait un bon moins 25% sur le prix en bourse, d'accord? Sur mon prix d'acquisition. Donc déjà, j'achèterais le business 25% de moins. Donc si je fais
39 moins 25%, j'achèterai l'entreprise à 216 milliards. D'accord? Donc moi, mon forward PI en 2030, si j'achète à ce prix-là, il sera donc divisé par 220 milliards, hein, la capitalisation boursière. Il sera donc, enfin là, en rendement, ça fait 6,5. Et si je fais 100 divisé par 6,5, ça fera un forward PI de 15. Et là, c'est déjà quelque chose qui est vraiment voilà, beaucoup plus OK, je pense, qui est top pour une entreprise comme ASML, qui a une énorme croissance. Mais c'est vrai qu'au prix actuel, je trouve que c'est intéressant voilà, comment dire, de mettre une petite position, voilà, limite pour suivre l'entreprise. Mais c'est pas du tout à ces niveaux-là où moi je vais commencer à rentrer dessus, où je vais commencer à renforcer mes positions, etc. D'accord? Parenthèse sur ce qui est effectivement de la Chine, là, comme vous allez voir, en fait, c'est ça également qui pèse vraiment sur ASML et c'est un petit peu la conclusion que je vais vous annoncer dans une minute. Mais là, voilà, ils anticipent également que leurs ventes en Chine vont être à peu près de 20% de leurs ventes totale sur l'année prochaine et donc que la Chine va revenir sur les niveaux entre guillemets historiques là voilà de leur backlog. Alors de quoi est-ce qu'ils parlent? Je vais vous le montrer ici là par exemple parce que pareil. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant 2022, d'accord, la Chine, elle avait vraiment du mal à passer des commandes à ASML et à acheter des machines, parce qu'il y avait énormément de régulation, de réglementation plutôt, et également, on a eu le Covid également en 2022. Donc donc la Chine n'a pas pu passer vraiment des grosses commandes. 2022 est arrivé, il y a eu le Covid, etc. Tout était bloqué. La Chine a réouvert, la régulation s'est adoucie, et là, ASML, eh bien, toutes les commandes qu'elle avait en attente, elle a pu les passer. Donc elle a passé tout ça vraiment là sur 2023-2024. C'est pour ça que sur les 2 dernières années, on a carrément 50% du chiffre d'affaires global d'ASML qui est attribuable à la Chine. C'est juste, mais c'est juste énorme, 47%. Par contre, si je vais, par exemple, si je vous montre, allez, on va aller voir le Q4 ou même le Q3 2021, par exemple. Là, on est sur, vous voyez, sur du 17%, la Chine. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est à peu près, effectivement, les niveaux moyens, les niveaux historiques, voilà, comme le dit le management. Mais le problème, c'est que là, si la Chine passe de 47 à 20, qu'est-ce qui va contrebalancer? Puisqu'il y a un ralentissement dans tout ce qui va être les EUV, il y a un ralentissement également dans les dips ultraviolets. Alors les dips ultraviolets, c'est tout ce qui va être au-dessus, on va dire, de 5-7 nanomètres. Et alors c'est pas parce que c'est au-dessus, parce que vous savez, on peut très bien, ça peut porter à confusion. Vous pouvez vous dire, oui, mais en fait, il faut que de l'EUV, donc de l'extrême, c'est les fameux nœuds là, les trucs à 1 ou 2 nanomètres qui permettent de faire les puces révolutionnaires. Mais ça, c'est pour tous les instruments qui sont vraiment très très petits. Par exemple, vous prenez une puce Neuralink, vous n'avez pas la place de mettre une puce qui est énorme. Par contre, vous prenez une voiture comme Tesla, les voitures, voilà, tout ce qui va être l'électroménager, donc là où on a plus de place, on peut se permettre d'utiliser une machine en deep ultraviolet avec des nœuds qui sont plus élevés parce qu'on n'a pas besoin vraiment de place. Et la puce, c'est la même, sauf qu'elle est 2 fois plus élevée, sauf qu'elle est 2 fois plus grosse, mais elle coûte un peu moins cher. Donc c'est pour ça que vraiment toutes les machines, effectivement, en deep ultraviolet sont encore vraiment primordiales et il y a encore énormément de demandes et ASML est évidemment leader également sur ce côté-là. Donc c'est vraiment cool. Non, mais c'est vraiment une excellente entreprise. Mais effectivement, voilà, bon, l'acheter au prix actuel, vous payez ça 300 milliards, vous allez avoir un bénéfice net de 14 milliards en 2030. C'est pas non plus, c'est pas fou quoi. Après, si on est vraiment optimiste, c'est-à-dire que si on est sur le haut de la guidance avec le haut de la grosse margine, on aura effectivement peut-être un bénéfice net qui sera sur les 22 milliards. Mais 22 milliards sur effectivement un prix en bourse actuellement de 300 milliards. Bon, effectivement, oui, vous avez une rentabilité de combien? Et là, on parle vraiment en 2030, hein, c'est 5 ans. 5 ans, c'est à la fois demain, mais c'est quand même à la fois, il faut patienter. Par rapport à des boîtes comme Google, que moi j'ai directement acheté à 16 fois les bénéfices au prix d'acquisition, bon, là oui, on a quand même l'impression de payer quelque chose qui est assez cher, qui est également assez cyclique. Donc, ça veut dire que si c'est cyclique, eh bien, on peut très bien dégringoler de 20, 30, 40%. Et donc, c'est vraiment pour ce genre de raison que je trouve que par rapport à l'upsale, par rapport au potentiel qui est voilà, effectivement 50, 60, 70% d'ici 2030, ou même plus hein, si on rentre dans une bulle, effectivement. Mais voilà, on va dire l'upsale qui serait rationnel, ça serait une hausse des ASML à peu près de 50-70%. Bon, ce qui ferait quand même un rendement par an qui est quand même confortable. Mais voilà, par rapport au prix actuel et par rapport surtout voilà, au potentiel de baisse qu'on peut
peut potentiellement avoir si effectivement on a des mauvaises news sur 2025, ce qui est totalement probable par rapport à ce que nous a dit le management, bah là oui, on peut aller sur les 550. Et par contre, ce que je veux vous dire, c'est que 550, bah là, ça change tout. Ça nous donnait, rappelez-vous, une capitalisation boursière exactement de mémoire, c'était 216. Donc voilà, ça faisait tout simplement un rendement sur prix d'acquisition de 7. Bon, c'est déjà plus important que 5. Ouais, il y a 2% de plus. Et surtout, si jamais là, on est dans le scénario optimiste, on a un bénéfice net de 20, donc divisé par 216 milliards de capitalisation boursière. Si on baisse voilà, sur les 550, là, on est quasiment sur du 10. On est quasiment sur du 10%. Donc ça vous fait quasiment un forward PE à peu près de 11,5, de 12 pour 2030. Là, c'est intéressant, d'accord? Effectivement, avec ce genre de forward PE, avec ce genre de croissance future que vous pouvez anticiper et le prix d'acquisition, vous pouvez vraiment, vraiment surperformer le S&P 500, d'accord? Ce qui est au prix actuel, alors oui, vous allez faire certainement plus de 10% par an ou peut-être 10, 11%, mais encore une fois, pour faire du stock picking, il ne faut pas seulement vouloir faire 10%, il faut vraiment acheter des boîtes qui sont tellement décotées que vous êtes quasiment, voilà, quasiment sûr, on va dire, quasiment sûr de faire au moins, on va dire, ouais, 13, 14, 15% par an. Et selon moi, là où je pourrais vraiment me tromper, c'est sur le premium que le marché met sur l'entreprise ASML pour son moat, pour son avantage, pour, je sais pas, son management. Enfin, management, quoique, entre parenthèses, c'est vrai que le management, oui, il est exceptionnel, oui, il est là depuis plus de 10 ans, mais c'est l'un des seuls managements qui, sur une entreprise là, comme ASML de 300 milliards, ont zéro action en jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur argent dans ASML. Vous prenez même le CEO par exemple, de Google. Enfin, il a quand même réussi à avoir un stock-based compensation de 30 millions qu'il a gardé. Et donc, il a 30 millions chez Google, par exemple, ce qui est plus important que son patrimoine. Et donc là, voilà, on peut très bien se dire qu'effectivement, si demain ASML fait faillite, là, les mecs au board, ils sont super compétents, ils vont aller chez le concurrent, ils vont être payés de la même manière, rien ne va changer pour eux, quoi. Donc c'est vrai que quand le bateau fait faillite, ou quand le navire fait naufrage, généralement, quand vous avez la majorité de votre patrimoine dans l'entreprise et que l'entreprise s'est tellement pété la gueule que la seule solution pour vous de revoir votre patrimoine, c'est que le prix en bourse réaugmente, vous êtes un peu plus skin in the game et vous êtes certainement un peu plus motivé. Mais bon, ça voilà, après c'est vraiment comment dire le seul défaut qu'on pourrait trouver à ASML. Et sinon, voilà, c'est vraiment sur cette prime que le marché met actuellement, donc la prime quality finalement, c'est-à-dire là un multiple de 30 enfin un multiple de 40, excusez-moi, sur ASML. Et là-dessus, oui, effectivement, je suis 100% d'accord avec vous, ça serait bête là qu'ASML reparte tranquillement à la hausse et voilà, compound comme ça de 10% par an là avec le prix auquel vous l'aurez acheté. C'est totalement possible. Mais moi, ce que vraiment l'asymétrie que je vois, c'est que là, effectivement, si tout se passe bien, on va être à 1100 ou peut-être même 1200 en 2030, donc ça fait 60% de hausse. Si j'ai, on va dire, en 2025, là, si le management ne se trompe pas et que le ralentissement est effectivement un petit peu plus élevé que prévu et qu'on a une petite news négative en plus de ça, bon, on va directement aller tranquillement sur les 550 et dans ce cas-là, ça n'aura rien à voir. Dans ce cas-là, c'est pas 60%, dans ce cas-là, c'est 120%, c'est le double. Donc je préfère tranquillement rester en dehors d'ASML, l'avoir bien au chaud et une chose est sûre, c'est que je vais l'acheter si jamais le marché baisse, mais voilà, si jamais le marché baisse de ne serait-ce que 20%, ce qui selon moi est quand même pas hautement probable, mais et quand même voilà, il y a vraiment une probabilité qui est vraiment significative, qu'effectivement il y a une petite mauvaise news, vu les multiples, etc., un petit ralentissement, directement SML 550, et dans ce cas-là, mon rendement il double. Donc voilà, je trouve que c'est plus intéressant d'attendre ce niveau-là, même si oui, effectivement, c'est une super entreprise, je vous ne l'enlève pas. Donc écoutez, je pense qu'on était pas mal. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'ASML. Est-ce que justement vous pensez que non, ça vaut pas le coup d'attendre les 550 et que le mot est tellement important qu'il faut rentrer dès maintenant? Voilà, mettez-moi ça. Hâte d'avoir vos réponses. Et n'oubliez pas que vous avez également mon groupe School avec toute la partie vraiment communauté où je poste du contenu exclusif. Voilà, où là, par exemple, la dernière fois, là, hier, on parlait de Novo Nordisk. Voilà, donc il y a juste une valeur qui est énorme. Après, voilà, je vous dis ça, on est déjà quasiment 800, donc je pense qu'il y a une bonne partie qui est déjà. Mais voilà, pour ceux qui n'y sont pas, vous avez également la partie Classroom avec là, des formations gratuites. Il y a 3 ans de formation gratuite, c'est juste incroyable le niveau, que ce soit sur les options, sur les ratios financiers ou la bourse pour vraiment les personnes qui sont débutants. Ça va vraiment vous permettre de démarrer voilà, avec les bonnes bases. Voilà là-dessus. Puis par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo exclusive sur Evolution AB là avant que ça baisse, sur justement voilà, les problèmes potentiels que je n'avais pas traités sur la vidéo que j'avais fait dans ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de compte, vous n'avez pas besoin plutôt de vous créer de compte pour nous rejoindre. Vous mettez juste l'adresse email, automatiquement vous avez le compte, vous débloquez vos accès au module et à la communauté. Donc je vous laisse là-dessus. Merci, c'était Léo et bonne soirée à vous.